les spécialistes. Les spécialistes avec Honoré Adontui. Figure de proue de la lutte pour l'indépendance du Togo, premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio n'a connu que 3 ans d'exercice du pouvoir. Il y a 60 ans, il a été assassiné. Que reste-t-il de son héritage politique? Quel bilan peut-on dresser du Togo 6 décennies après? Le sujet revient avec une personne ressource, militant pro-démocratie des premières heures. Nous sommes bien dans les spécialistes sur Pyramide FM. Bonsoir et bienvenue. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. 105.5 FM. Nambourema Bemba, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Monsieur Nambourema Bemba, je rappelle qu'il est une personne ressource, militant pour la démocratie des premières heures. Il est aussi vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. Nous allons profiter, bien évidemment, de sa présence pour reparcourir, revisiter un peu l'histoire tumultueuse du Togo, notamment autour de l'assassinat du président Sylvanus Olympio il y a 60 ans. On en parlait le vendredi dernier. Et comme toujours dans cette émission, les confrères habituels sont à nos côtés, certainement pour m'aider à repenser, à revoir certains points de questions, certainement qui m'auraient échappé, pour avoir le maximum de notre invité principal du jour, Ibrahim Macha. Bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir monsieur l'invité, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. En attendant d'avoir le troisième, sa place est là, il m'a rassuré qu'il n'est pas très loin. Et nous espérons qu'il va nous rejoindre nécessairement. On va entamer comme ça. Il y a une semaine, on en parlait. C'est le 60e anniversaire de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Pour beaucoup de Togolais, c'est le rêve de tout un pays qui s'est brisé. Oui, 60 ans, on pensait à une commémoration d'un certain niveau, mais tout s'est passé comme presque un jour ordinaire. Nambourema Bemba, comment est-ce que vous avez trouvé particulièrement cette journée, celle du 13 janvier 2023? Oui, mais vous savez, merci d'abord pour votre invitation. Vous savez, le 13 janvier 2023, à mon avis, à mon sens, c'est pratiquement le 13 janvier 63. Parce que dès que cette date arrive, on se rappelle de cet événement tragique. Et on se rappelle, on constate toujours les conséquences que nous en vivons jusqu'à ce jour. Donc c'est un rêve qui a été brisé. Et à chaque 13 janvier, nous sommes extrêmement malheureux. Et quand vous avez fait particulièrement, vous, en tant que vous dans une organisation donnée, ou vous-même particulièrement, cette date-là, celle de cette année qui marque quand même 60 ans. Oui. Je sais pas bien. Qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, à votre niveau? La commémoration au niveau... Parlant de la commémoration, bien évidemment. Des 60 ans. Oui, généralement, je suis dans l'ANC. Oui. Nous organisons la messe au niveau de la grande cathédrale. Et puis ensuite, cette année, il y a eu dépôt des gerbes sur les lieux où Olympio a été assassiné. Disons, c'est ça qui a été fait essentiellement. C'est un contenu comme prévoit des réunions au niveau de différentes cellules du parti pour sensibiliser les jeunes, pour expliquer comment les choses se sont passées. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont soif de savoir ce qui s'est passé. Mais quand on parle de cette date-là, 13 janvier 63, vous avez quel âge à l'époque? Si vous voulez nous dire, bien sûr, les indiscrétions. J'avais pratiquement 11-12 ans, à peine. Oui. J'étais à l'école primaire. Oui. Vous savez rien du tout de ce qui s'est passé? Oui, je ne le savais pas, mais j'avais des informations parce que mon père était un militant très actif du parti d'Olympio. Et Olympio a été assassiné le 13 janvier. Le 14, mon père a été arrêté. Avec tous ses compagnons dans le village, beaucoup de ses cousins, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés.
Nous sommes de Kabou, on l'a amené à Bassar, ils étaient nombreux, on les torturait, on les tabassait. Après, bon, mon père a été envoyé à la prison de Sokoré. Donc, il y a passé 9-10 mois, c'était nombreux, avant d'être relâché. Donc, vous voyez, on était très proches des militants du parti. C'est ce qui a fait que nous avons, disons, la chance, d'avoir certaines informations. Sinon, nous-mêmes, on était très jeunes à l'époque. Oui. La suite, c'était quoi? Le papa est relâché? Oui, il a été relâché. Moi, j'étais nombreux pour les relâcher. On les a convoyés, on les a amenés à Lomé ici. J'étais très nombreux. Tous ceux qui ont été arrêtés depuis Sinkassé jusqu'à Sokouré, on les a convoyés à Lomé, au camp RIT. Et ils ont été sérieusement menacés par Yadima à l'époque, qui leur a dit voilà que on a pris le pouvoir, votre président il a été liquidé et vous restez tranquille. Nous on vous libère aujourd'hui, mais vous devez rester tranquille. Si jamais on apprenait que vous entreprenez des actions contre le nouveau pouvoir, mais on vous attend, vous saurez ce qui va vous arriver. Mais néanmoins, bon, si vous arrivez dans vos villages et que si quelqu'un d'autre vous menaçait, vous pouvez nous informer pour qu'on intervienne. C'est ce qu'on leur a dit au camp et puis on les a relâchés. Nous avons entre-temps enregistré l'arrivée en studio du troisième invité, Isidore Akorezo. Bonsoir et bonne arrivée. Merci Honoré. Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux invités, aux confrères et à Tcha. Vous allez bien? Ah, togolaisement bien. Oui, si nous revenons sur cet événement, c'est juste pour refaire un peu l'histoire du Togo. Oui. Et vous avez vécu dès l'enfance, vous êtes une personne indiquée. Ibrahim, vous avez quelque chose à ajouter en attendant? Non, après l'arrestation, comment le papa s'est comporté, c'est tout ce que moi je voulais savoir. Bon, après l'arrestation, il y a eu un calme. Parce que d'habitude, dans le village, de temps en temps, ils se retrouvent militants du parti, des fois pour tenir des réunions, c'est à côté de notre maison, des fois pour des réunions, le papa m'envoie, il faut aller dire à XY qu'on a réunion ce soir. Mais dès qu'ils sont revenus, c'est calme, il n'y a plus ces réunions. Bon, mais j'ai l'impression, c'est vrai, ils se rencontrent de façon un peu plus discrète. Ce n'est plus avant où on invite les gens, on sait là où ils se réunissent. Maintenant, c'est de façon un peu plus discrète. Bon, nous, les petits, on ne sait plus où ils se retrouvent. Oui. Est-ce qu'ils ont par la suite, comme on le disait, tout le monde était obligé, c'était le parti unique. Est-ce que par la suite, ils étaient obligés aussi de se fondre dans le grand creuset national? Non, à ce moment, il n'y avait pas encore de parti unique. Non, je dis par la suite. Par la suite, oui, voilà. Non, bon, dans le creuset national, bon, vous savez, au début, quand le RPT a été créé, bon, il fallait forcément avoir des cartes. On obligeait les gens à avoir des cartes. Ceux qui refusaient étaient menacés, poursuivis. Mais il y a eu des révoltes à Tapamé, et finalement, le régiment a fait marche arrière. Bon, on dit, ce n'est plus obligatoire. Bon, dans ces conditions-là, bon, mes parents n'ont pas cité les cartes, ça c'est évident, mais ils n'ont jamais assisté à une quelconque réunion du RPT, à ma connaissance, jamais. Ils ont sur le point de rebondir, oui. Oui, vous êtes de la préfecture de Gou. De Bassar, de Kabou. De Kabou, d'accord. Quand vous parlez d'Atapamé, parce que c'est réputé le fief du PPT, à l'époque, les progressistes. Est-ce que c'est le fief du PPT? Parce que M. Gouniska a été élu là-bas comme député du Parti du Progrès, c'est vrai. Mais il y a les Clément Collor de la maison qui ont été élus députés cuites. Vous voyez, bon, le PTP aux élections du 58
n'a eu que 3 députés sur 46. Gorniski lui-même, monsieur de Thiévier, comment il s'appelle, un monsieur de Thiévier qui a été élu, PTP, et puis le chef de Couvé, qui a été élu PTT, c'est tout ce que le PTT a eu comme député en 58. Sur 46 députés, il n'y en a que 3. Donc je suis étonné qu'on me dise qu'il y a un fief de PTT. C'est le média naturel du milieu, on se dit. Oui, c'est de chez lui, c'est sa mère. Oui, chez sa mère. Voilà. C'est sa mère ou bien c'est sa mère. Et disons, oui. C'est sa mère, parce que son père est d'origine polonais allemand. Oui. Et il a épousé sa maman d'Atapamé après avoir fait un enfant avec, comment dirais-je, la mère de Dina Olympio, parce que Gorniski et Dina Olympio sont de même mère et sont de même père. C'est l'Allemand qui a donné naissance à Madame Dina Olympio. C'est lui qui a donné naissance à Gorniski. Donc Dina Olympio et Gorniski sont des frères et sœurs. C'est ce qu'on a raconté, mais les faits ne sont pas aussi tels que... Puisque Gorniski a épousé Alandou, et c'est de là qu'il se réclame d'Atapane. Pardon? Les Alandou. Vous n'êtes pas cette famille? Bon, bref. Est-il que Madame Dina est la grande sœur du président? Oui, ça c'est vrai. C'est ça, c'est qui est vrai. Mais là, revenons sur le 13 janvier, proprement dit. Voilà les premières heures de l'assassinat du président démocratiquement élu. Il n'a fait que, c'est même pas 3 ans, 2 ans et demi au pouvoir. C'était quoi la suite? Le lendemain de cet assassinat-là? Oui, mais vous savez, quand Olympio a été assassiné le 13 janvier 1903, le président, disons le futur président Gorniski, était en exil à Cotonou, au Dahomey à l'époque, parce qu'il y avait une tentative d'assassinat de Olympio en décembre 1961. Donc, il y a eu des assaillants, ils ont attaqué chez lui, et sa garde avait repoussé, avait même, il semble, 1 ou 2 morts. Et certains ont été arrêtés, et ceux qui ont arrêté ont dénoncé certains qui faisaient partie du complot, dont M. Gorniski, M. Meyachi, et les deux ont pris l'exil. M. Meyachi est parti du côté du Ghana, et M. Gorniski à Cotonou. Donc dès qu'on a assassiné Olympio le 13 janvier, M. Gorniski est rentré le 14, et le 17 janvier, il a été nommé président de la République, en remplacement de Olympio, et M. Meyachi était le vice-président. Parce que le Parti de progrès de M. Meyachi et l'Union des chefs du Nord de M. de Meyachi. Oui, le PTP c'est Gorniski, l'Union des chefs du Nord c'est pour Meyachi. Les deux avaient formé un front qui s'appelle l'UDPT. Union démocratique portugais, UDPT. Vous comprenez? Donc les deux, on les appelle les progressistes. Ils ont créé un front qui s'appelle l'UDPT, ils sont les progressistes. Donc c'est eux qui ont perdu les élections de 58 et ils sont revenus à la faveur de l'assassinat d'Olympio. L'un a été nommé président, l'autre vice-président, le 17 janvier. Sans oublier Maman Fousseni. Non, Maman Fousseni était ministre. Maman Fousseni était membre du parti de Meyachi. Meyachi, oui, MCMP. Vous comprenez? Oui. UCPN, Union des chefs et populations du Nord. Vous voyez. Bon, tout d'abord, vous savez, il y avait eu un premier gouvernement en 1956, la République autonome du Togo, parce que vous savez très bien. Voilà. Bon, en réalité, les Français, ils ont promis une autonomie, c'est une autonomie entre guillemets, puisque les Français, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville. Vous avez entendu parler, et présidée par De Gaulle, et De Gaulle a dit là-bas que toute idée d'indépendance ou d'autonomie est à écarter. Alors, donc, il n'est pas question, parce que la France a été ruinée par la guerre.
Donc elle comptait sur ces colonies pour faire l'effort de guerre. Voilà, d'abord pour faire les guerres et puis ensuite pour se reconstruire. Donc il n'est pas question qu'on parle d'indépendance de ces colonies. Alors, De Gaulle a dit ça après la ville. Mais vous savez, les Togolais ne sont pas les seuls colonisés par la France. Il y a l'Algérie, l'Indochine et tout ça là. Mais ailleurs, les gens ont pris les armes. En Indochine, les Indochinois, ils ont pris les armes dès 1945. Là, ils ont pris les armes contre la France. La France ne voulait pas leur donner leur indépendance. Ils ont pris les armes et les Français ont été battus en 1954 à Dien Bien Phu, au Vietnam. Ils ont été battus militairement, donc ils ont dû plier. Et dès qu'ils ont été battus, vous savez, il y a des Africains qui faisaient la guerre du côté de la France. Oui. Il y a des Arabes, les Algériens et consorts. Mais lorsque les Arabes, les Algériens ont constaté que les Vietnamiens ont pu battre la France, ils ont dit, mais écoutez, ça veut dire que ces gens-là, on peut les battre. Donc ils ont été battus en 1954, en Indochine, et en 1954, les Algériens ont pris les armes. Et les Camerounais de l'UPC aussi ont pris les armes au Cameroun. Alors la France dit, écoutez, il vaut mieux desserrer un peu les taux, parce que si toutes ces colonies prennent les armes, ça ne serait pas bien. Oui, c'est pour ça qu'ils ont dit, bon voilà, ils nous octroient une autonomie, mais ce qui les intéressait surtout, c'est parce que le Togo n'était pas une colonie française. C'était sous mandat. On était sous mandat des Nations Unies. Et les Nations Unies ont obligé la France à produire chaque année un rapport aux Nations Unies sur sa gestion. Et à autoriser que l'opposition à l'époque, constituée des Olympios déjà, puisse avoir la copie du rapport et qu'il puisse venir à l'ONU avec la délégation française pour dire ce qu'ils pensent de... Faire un rapport alternatif. Voilà, pour dire voilà pour leur point de vue. Donc ces gens, Olympio, il était le premier, il a commencé à aller depuis 1947. Il était tout seul. Il allait pour contre-attaquer, pour attaquer le rapport des Français. Ensuite, il a été secondé par le maître Santos, l'avocat, le militant de la Juventus. Et ils allaient chaque fois contredire la France. Donc les Français ne sont pas contents de cela. Et ils voulaient qu'on lève la tutelle. Alors, pour lever la tutelle, mais il faudrait que la demande vienne des populations togolaises. Donc c'est pour ça qu'ils organisaient ce référendum de 1958, pour que, voilà, on vous a octroyé, comment dirais-je, l'autonomie, parce que le Togo n'a jamais été associé à cette décision. L'Assemblée Gaston Defferre, ils ont voté une loi à leur niveau pour dire qu'on est autonome. On vous donne l'autonomie, mais vous devrez, comme on vous donne l'autonomie, vous aurez un premier ministre nommé par le gouverneur, une assemblée, mais votre assemblée doit écrire aux Nations Unies pour demander de lever la tutelle. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, quand ils organisent ce référendum, les partisans de l'indépendance, la Juventus ont dit non, nous, l'autonomie, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons l'indépendance. Total, oui, parce que les partisans de l'autonomie ont dit que l'autonomie, c'est à Brodévier, Et les autres ont réagi pour dire c'est Abrodé Badjaye, nous le dit. Nous ne voulons pas Abrodévier. Vous comprenez? Donc la France, d'abord l'ONU n'était pas chaud pour qu'on organise ce référendum-là. Mais les Français ont tenu. Et quand ils l'organisaient, les partis indépendants ont refusé de participer. Donc la Juventus et le CUT n'ont pas participé. Donc ils l'ont organisé tout seuls et ils ont gagné à 99,99%. Alors, et la première assemblée, cette assemblée s'est réunie et a pris une résolution pour demander à l'ONU de lever la tutelle. Vous comprenez? Donc l'ONU était réticente et le gouvernement formé par M. Gruski a demandé à l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour voir dans quelles circonstances les élections se sont passées. Donc l'ONU a obtempéré, a envoyé le Dr King, qui était l'ambassadeur du Libéria aux Nations Unies, pour venir faire les enquêtes à travers tout le pays
pour s'assurer que, effectivement, cette référendum s'est bien passé, donc il faut lever la tutelle. Alors, le docteur King arrive et il veut rencontrer toutes les parties, mais le régime colonial fait obstacle. Ils ne veulent pas qu'on rencontre les partisans de la Juventus, les partisans du QT consorts. Mais les Olympiens ont utilisé une astuce, ils ont fait rédiger des pétitions à travers tout le pays. Ils ont fait rédiger des pétitions qu'ils ont réussi à transmettre aux représentants des Nations Unies. Donc celui-là, fort de tout ce qu'il a entendu et de tout ce qu'il a vu, il a produit un rapport pour dire que l'élection n'a pas été transparente et qu'il faut recommencer ces élections. Maintenant, c'est sous les Nations Unies. S'il vous plaît, à ce niveau-là, c'est l'arrivée, la consultation de la commission King qui s'est déplacée au nord. Il y avait eu la matière de Pierre Odo, non? Oui. Quand la commission Dr King est venue, il a voulu parcourir partout, aller. Mais on faisait tout. Des fois, on ne voulait même pas que l'opposition rencontre cette délégation. Alors, en ce qui concerne Pierre Odo, il y avait un monsieur qui s'appelle Soso, qui était menuisier, il est de Pia, et il militait dans le CUT, oui. Plus d'autres qui étaient militants de la Juventus à Pia. C'est lui qui était chargé de collecter les pétitions de la zone. Et effectivement, il l'a fait. Il l'a mené à Olympio. Et il y avait un autre aussi, lui il est de Pagoda, c'est Zachary Louki. C'est le père de l'ancien directeur de la UTB. Voilà, c'est leur papa. Donc, eux aussi, ils ont participé. Donc, après, on a voulu arrêter ces deux-là. Zachary Louki a été arrêté, on l'a envoyé, il y avait un centre là, à Mandouri. Ils sont allés le garder là-bas et ils veulent arrêter Soso. Lui, il a l'Omessi. Mais ça pas ce qu'il faut faire. Alors, c'est un menuisier. Il a un ami qui est un gendarme. Ils se sont arrangés avec ce gendarme-là qui est venu et il a mis un revolver dans la caisse à outils de Soso. Et puis, quelque temps après, la gendarmerie débarque pour dire à Soso, mais on a appris que l'Olympie vous a donné des armes. Il faut nous donner ces armes-là. Soso a dit, mais moi je ne sais même pas tirer. J'ai jamais reçu des armes. Il dit, mais on va te perquisitionner. Il dit, oui, mais allez-y. Bon, comme ils sont sûrs que ils savent où ils ont déposé, il faut regarder mes photos. Alors, on ouvre la caisse, et puis voilà le revolver. Donc, on prend Soso. Et on arrête tout son groupe à Pia pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc on les amène. Ça remonte vraiment. On les amène à Lomé, on les traduit devant la justice et Olympio leur prend deux avocats. Un avocat togolais, M. Amourin, Maître Amourin, et puis un autre qui est sénégalais. Donc, l'arme est scellée, mais ils ont demandé à voir l'arme. Donc, le procureur leur montre l'arme. Ils prennent les références. L'arme a été fabriquée par Dassault en France. Donc, Olympio leur donne des armes, de l'argent. Il prend l'avion. Il va à Dassault en France. Il dit, mais cette arme-là appartient à qui? On fouille les archives. Ça appartient à la gendarmerie togolaise. Donc, ces avocats reviennent pour dire, mais c'est une mascarade, parce que l'arme appartient à l'État colonial. Comment on peut dire que c'est Olympio? Alors, dès que la nouvelle est arrivée, le jour du marché, les gens, le commandant de comment on l'appelait, commandant de cercle, on l'appelle, ce qu'on appelle préfet aujourd'hui, voilà, c'était un Français, il passait, c'est le jour du marché, et les gens ont commencé à manifester pour demander de libérer les Soso qui étaient en prison ici. Alors, sa garde, composée de militaires togolais, qu'on connaît très bien, a donné l'ordre de tirer.
puis on a tiré sur eux. Alors quand on les a abattus, les Olympios sont retournés, ont envoyé des gens faire des enquêtes, rassembler les informations, et ils retournent aux États-Unis pour aller dénoncer cet assassinat-là. Et c'est en ce moment que les progressistes, dont M. Foussine Maman dont vous parlez, était ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est en ce moment qu'il a conçu une délégation. Il a produit un rapport écrit pour dire que ce jour-là, c'était un jour de marché, que les populations s'étaient soulé la gueule et qu'ils ont agressé le commandant du cercle qui était en l'état de légitime défense. Vous voyez, donc que le commandant le blanc était en état de légitime défense. Donc, ils ont ramassé, ils ont cherché des fusils traditionnels, ils sont allés chercher des flèches et des arcs à Gerinkouka, chez les Konkomba, et pour aller en France et aux Nations Unies. Voilà la preuve que ce sont les autochtones, les populations qui ont agressé le commandant. Voilà, en fait, comment ça s'est passé. Des événements il y a beaucoup d'histoires, oui, pour ce petit pays. Non, ça nous a essayé parce que j'ai eu vent de ça, que c'est la commission de King qui a provoqué c'est le 21 juin, c'est ça? Le 21 juin, mais c'était pas aussi éclairé comme on vient de le dire. Bon, vous savez, c'est un peu compliqué parce que ceux qui ont pris le pouvoir, qui ont fait le coup d'État, ce sont des militaires. C'est les Yadema qui ont fait le coup d'État et qui ont présenté Olympio comme un sanguinaire parce qu'il avait les abros de Soudia, patati patata, un tribaliste qui était contre les gens du Nord et tout ça. Bon, mais malheureusement, M. Yadema voulait, après avoir assassiné Olympio, pris le pouvoir, il voulait se passer pour un tueur de Guinarou. Il pensait que bon, voilà, qu'il a fait une bonne chose. Mais il est embêté que dans son propre village, les gens qui ont été tués à Pia, ce sont les partisans d'Olympio. C'est les partisans d'Olympio qu'il a tués. Qui ont été tués à Pia. Et c'est lui qui a tué maintenant leur patron qui est Sylvanus Olympio. Est-ce que vous voyez? Donc, Yadema dit que, avec ses conseillers, que Olympio, comme d'habitude, c'est un tribaliste, que tous les Togolais se sont battus pour l'indépendance du Togo, mais Olympio a construit un monument aux morts pour seulement les gens du Sud. Et qu'il faut, pour montrer que les gens du Nord sont participés à la lutte, il va construire le monument aux morts à Pia. Et il construit un monument aux morts que même ils sont tués. Mais oui, à ce niveau-là, le monument aux morts au niveau en face du ministère du commerce oui. C'était le monument de l'autonomie. C'était le monument de la autonome du Togo. Alors, avec comment appelle-t-on? Donc, bref, vous avez raison. Lorsque on a gagné les 1958, les partisans de l'indépendance, la Juventus le culte, les militants ont demandé de casser ça, que nous ne sommes pas une République autonome, on est un État indépendant. On ne veut pas ce monument de la République autonome du Togo. On ne voulait pas de le casser. Et le président Olympio s'est opposé en disant, c'est l'argent du contribuable. Nous allons le dédier à tous ceux qui sont morts pour l'indépendance du Togo. Donc il a changé de nom, il est devenu monument aux morts pour tous ceux qui sont morts. Alors maintenant, il y a des gens qui disent non, que comme Olympio, comme ils sont tribalistes, ils ont construit un monument pour les gens du Sud, alors que les gens aussi au Nord se sont battus. C'est la politique qui continue. Voilà, donc il faut changer. Et puis on a rechangé le nom de monument. C'est devenu le monument de la République autonome du Togo. Oui. Naborema Bemba, ce sont en prince Sylvanus Olympio. Comment trouvez-vous le Togo? Vous savez, moi je suis de l'opposition.
je ne veux pas dire des choses qui soient considérées comme l'évangile, c'est mon point de vue. Et je pense que le Togo, c'est une catastrophe pour ce pays. C'est une véritable catastrophe. Parce que l'état où nous nous trouvons, que ce soit sur le plan économique, politique, social, c'est un véritable naufrage. Qu'est-ce qui fait dire ça? Le Togo a beaucoup changé. C'est-à-dire, regardez le visage du pays aujourd'hui, oui, quand on parle des infrastructures, la modernisation, oui, on en a connu dans certains domaines. Dans certains domaines, la modernisation. Mais écoutez, vous ne savez pas ce que les gens faisaient avant, le projet que les gens avaient pour le pays, pour pouvoir comparer de façon objective. Vous ne savez pas ce qu'on avait. Vous voyez, le président Olympio, c'est un nationaliste, c'est un souverainiste, comme on le dit. Il veut du Togo un État indépendant et souverain. Et c'est pour cela que, dès 1958, quand il a gagné l'élection, il était Premier ministre. Certains ont voulu qu'on proclame l'indépendance tout de suite. Il n'a pas voulu. Parce que la France, le connaissant depuis longtemps, se méfiait de lui, ne voulait pas de lui, lui avait demandé de payer toutes les dettes. En même temps? Oui, de payer les dettes. Alors, Olympio n'a pas voulu proclamer l'indépendance en 1958. Tant qu'il y a ce contentieux des dettes à payer, tout cela, il voudrait payer ces dettes avant la proclamation de l'indépendance. Et de ces façon, il les a payées. Il a payé ses dettes, donc le Togo est devenu un État indépendant et souverain. Et il a créé la monnaie. Il quitte la zone franc. Il a créé le franc togolais. Il a créé la banque centrale du Togo. Et le ministre des Finances, Autrice Koko, devrait aller à Paris le 15 janvier 1963 pour signer l'accord de rupture avec la Banque nationale de Paris. Et c'est le 13 qu'on l'a assassiné. Tout était fin prêt. Oui, le 13 on l'a assassiné. Et puis ensuite, la France avait créé des organismes régionaux, le Conseil de l'Entente, l'OCAM. Olympio n'a pas voulu adhérer. Il a dit, nous sommes un État indépendant. Quand nous serons un État indépendant, avec les autres pays indépendants d'Afrique, nous allons nous-mêmes créer les structures qui nous intéressent. Nous ne voulons pas des camisoles de force. Il a refusé d'adhérer au Conseil de l'Entente à l'OCAM. C'est pour ça qu'on l'accuse d'être isolationniste à l'époque. En réalité, c'est ça qu'il ne voulait pas. Il dit, bon, quand les autres pays seront indépendants, nous allons créer nos propres structures. Et puis ensuite... C'est de là que naît les prémices de la CEDEAO. Non, ça c'est après. Ça le Conseil de l'Entente et tout là, ça c'est créé par les Français. Hein. Oui, la CEDEAO, c'est... les années 60. Oui. Mais selon... Bon, continuez, je vous en prie. Oui. Bon, alors, ils ont créé le Conseil de l'Entente et tout ça là. Olympio ne voulait pas. Et puis ensuite, des accords secrets. Parce que vous entendez parler de ces accords secrets là. C'était élaboré par les Français. Et bon, je n'ai pas les détails. Bon, on a des documents quand même. Je n'ai pas les détails ici. Dans ces accords, quelques lignes. La France, le Togo ne pouvait rien faire sur son propre sol sans l'autorisation de Paris. Par exemple, en matière minière, nous n'avons pas le droit de faire de recherche minière sans l'autorisation de Paris. Et certaines matières ont été citées comme stratégiques. L'or, le diamant, le manganèse, etc. Nous ne pouvons pas faire de fouilles sur notre propre sol sans l'autorisation de Paris. Ça, c'est un. La France avait le droit d'installer des militaires ici. La France avait le droit d'envoyer des militaires lorsqu'il y a des troubles, il y a des problèmes sur notre sol ici. Ça, c'est les deux. Mais sur le plan financier, bon, ils ont créé le franc CFA. Et nous sommes obligés de l'utiliser. Mais sur le plan commercial,
il était dit que lors des accords internationaux, c'est la France qui représente le Togo dans les négociations. Mais le Togo pouvait envoyer un représentant dans la délégation française. Mais lors des négociations, ce représentant n'a pas droit à la parole. Il n'a pas droit à la parole. Est-ce que vous voyez? Donc, etc. Il y a beaucoup d'articles, je ne veux pas vous citer le tout. Et le Premier ministre Grusky a signé. Quand il était Premier ministre en 56-58, il a signé. Alors, dès qu'il y a eu l'élection en 58, les Français pensaient que Grusky va gagner. Mais il n'a pas gagné. C'est Olympio qui a gagné. Et ils font pression à Olympio de les signer avant la proclamation de l'indépendance. Et Olympio a dit non. C'est quand nous serons indépendants que nous allons examiner ce truc-là et on verra s'il faut le signer. Donc il a refusé de signer cet accord. Donc dès qu'il a été assassiné, M. Grusky est président et en mai 63, il a signé ces accords qui restent valables jusqu'à aujourd'hui. Ces accords secrets. Mais oui. Qu'est-ce que le Togo aurait pu être si loin sur l'impunité là? Mais on serait un État indépendant et souverain. Nous aurions notre monnaie. Vous comprenez? C'est nous qui devrons concevoir nos projets de développement économique et social. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est la France. Vous voyez, je vous donne quelques exemples, disons banaux ou banals. Prenez le cas de l'éducation, par exemple. Mais jusqu'à aujourd'hui, le programme d'enseignement, c'est sous la coupe, c'est le contrôle des Français. Parce que, soi-disant, les études supérieures, nous les poursuivons en France, et tout ça là. Oui, donc, c'est eux qui contrôlent le système d'enseignement. Et la plupart du matériel didactique, c'est fait par les Français. Vous comprenez? Et sur le plan financier, c'est des milliards. Oui. Ça, c'est un. Vous prenez la santé, par exemple. Je ne vais pas aller très loin. Toutes les pharmacies qui existent, que ce soit privées ou d'État, ne peuvent pas commander leurs produits en dehors des laboratoires français. Comment ça? Où est-ce que c'est écrit? Dans les accords secrets? Mais bien sûr. Mais est-ce que les produits qu'on achète, c'est la France qui livre? On traduit en anglais, en français, c'est eux qui nous les livrent. Nous ne commandons pas de produits à Washington, on ne commande pas de produits pharmaceutiques en Italie, on ne commande pas de produits pharmaceutiques en Chine pour nos hôpitaux. Je n'invente absolument rien. Vous voyez? Ça, c'est des milliards. Mais vous prenez l'armée, par exemple. Et j'avais suivi un peu, parce que chaque année, de temps en temps, je suis le budget de l'État. Bon, ces derniers temps, je n'ai plus été curieux. Et en 2010, je pense, le budget de l'armée était autour de 50-51 milliards. Est-ce que vous voyez? Bon, peut-être une dizaine, une quinzaine de milliards peut servir à payer les militaires. Mais le reste, le matériel, les armes, les équipements, c'est la France qui fournit. C'est la France qui fournit. Il n'invente absolument rien. Et puis la formation des militaires en France, c'est pas gratuit, c'est payé par notre État. C'est eux qui forment nos militaires. Oui, quand on forme les militaires, il faut les payer, il faut payer. Pardon? Il faut payer les formateurs. Mais nous pourrons peut-être les former ailleurs. Pourquoi forcément en France, la grande partie? Vous voyez ce que je dis? Bon, donc, ça fait des milliards qu'ils prennent depuis 63. On ne peut plus aller ailleurs. Et puis ça se passe quand vous voulez les infrastructures routières, tout ça là, la reconstruction des routes. Mais c'est là même qu'il y a des milliards et des milliards. Mais c'est récemment qu'on voit les Chinois qui font les routes. Avant c'est Udecto, c'est Satom, c'est etc. C'est français. C'est des Français. Vous comprenez? Et puis le port autonome de Lomé. Olympia a voulu construire le port, les Français sont opposés. Parce qu'il y avait Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que voilà un port à Cotonou. Et Olympia dit non, moi je ne veux pas je suis au bord de la mer ici, je vais aller chercher les marchandises à Cotonou. Ils sont allés négocier avec le Ghana.
Et Nkrumah a envoyé son ministre des Finances, Kovodouchier, à l'époque, qui est venu voir Olympio dit voilà, on va faire un chemin de fer Lomé et Tema, et vous allez aller chercher vos marchandises. Olympio a dit niet. Il a négocié avec les Allemands, et c'est les Allemands qui ont construit le port. Mais aujourd'hui, ce port, Olympio, il n'a même pas encore eu le temps de l'inaugurer. Il a posé la première pierre, il a assassiné aujourd'hui les Français qui ne voulaient pas qu'on le construise. C'est Bolloré qui a le port aujourd'hui. Peut-être qu'on trouvera un moyen pour revenir. Alors, il y a une clarification. Il semblerait que Olympio était un artisan de la réunification du Togo allemand et le Togo français, que les Français ont voulu annexer au Dahomey à l'époque. Aujourd'hui, on a une portion du Togo qui se trouve entre une petite portion au Bénin d'aujourd'hui et une grande portion, le tiers même, et Togo britannique qui est. Est-ce que c'est vrai qu'il a voulu, il était un militant de la réunification? Et bien sûr, Olympio. Et l'autre question aussi, est-ce que quelle est la limite du Togo finalement au niveau enfin de l'est entre le Bénin? Est-ce que c'est Gila-Kondi, est-ce que c'est Sanvi-Kondi ou bien c'est Grand Popo? Vous savez, la limite au fait a été faite, celle qu'on a aujourd'hui, c'est les Grouski. C'est les Grouski, les paysans de la France. Et quand vous parlez de la réunification du Togo, c'est pas seulement de là-bas, même du côté du Togo britannique. Olympio a effectué plusieurs missions aux Nations Unies pour réclamer la réunification des deux Togos. Mais les partisans de la France, M. Meachi et M. Grouski, les deux partis ensemble, étaient opposés. Parce que Dr Ajavon, je ne sais pas si vous entendez parler de lui. Voilà, toute l'Assemblée même à bloqué. Il beaucoup plus clair là, il y a des enfants parmi nous. L'Assemblée a bloqué. Oui, parce que les Ajavon du parti Bouré ne voulaient pas l'indépendance. On dit qu'on n'est pas encore mieux pour être. On demandait qu'il quitte l'Assemblée. On ne pas fabriquer des guides. Voilà, c'est leur assemblée autonome là. Et les femmes quittent, lui demandent de sortir de l'Assemblée, ils veulent prendre l'indépendance. Bon, c'est discrétion. Voilà. Bon, maintenant, pour la réunification du Togo, Olympio soutenait le mouvement panévé, les VGV qui veulent se mettre ensemble pour que le Togo, il allait aux Nations Unies. Mais les partisans de la France, d'abord la France ne voulait pas. La France ne voulait pas parce que pour eux, Olympio d'abord est de formation anglo-saxonne. Et si on réunifiait les deux, les Anglais risquent d'avoir une influence sur le Togo. Olympio risquait de basculer. Voilà. Donc ils ne voulaient pas. Alors, leurs partisans on vote le pas. Ils vont aux Nations Unies, M. Ajavon dit que les EV sont d'abord plus nombreux que les minas et les gains. Et une grande partie des EV encore au Togo britannique. Si on réunifie encore le Togo, les EV vont être plus nombreux, ils vont dominer les minas. Quel type d'argument? Aux Nations Unies, ils ont écrit, ils sont allés pour défendre ça. Les documents sont là. Et au nord, M. Miyaki, la même chose, pour dire que le sud est plus peuplé que le nord et que le Togo britannique vers le sud est plus peuplé que le nord. Que si jamais on réunifiait les deux, le sud va être encore plus peuplé et va dominer le nord. Donc pour eux, il n'est pas question que les deux pays soient réunifiés. Mais la question de l'autre côté du Bénin, à côté ici, bon, on a vu, ici, Vanessa a été enterré au Togo quand il était assassiné, c'était bien ça? Pas au Togo. Non, sur le territoire togolais, à l'époque. Comment? Bon, aujourd'hui, ça se retrouve au Bénin. Oui, mais parce que, vous voyez, c'est une entente entre les Togolais, les Allemands et les Français.
Bon, oui, parce que cette partie, le Togo allait jusque là-bas. Jusqu'au Grand Popo. Oui. Oui, dans la France, même, je connaissais cette limite. Oui. Mais maintenant, c'est les partisans des Français, puisque au départ, vous l'avez souligné, dès qu'on a chassé, comment dirais-je, l'Allemagne, les Français voulaient carrément annexer le Togo au Dahomey. Voilà. Et on a fait même une administration commune. Voilà. Mais les Togolais se sont catégoriquement opposés. Que ce soit les partisans de Olympio ou que ce soit les gens du parti. Les progressistes, oui. Oui, ils ne voulaient pas. Au moins, sur ce plan, ils sont. Voilà. Ils n'ont pas voulu que ce soit les deux pays soient, enfin, qu'on soit réunifiés. Ils ont voulu être autonomes, indépendants, même pas avec les Dahomey. Voilà. Et même c'est Maga qui était chargé de ce truc-là. Et Maga même a produit un rapport aux Français pour dire que le Togo est très dangereux pour les intérêts français. C'est ce qu'il a écrit. Que le Togo est très dangereux. Maga, oui. Pour que le Togo est dangereux pour les intérêts français. Bon, alors, la partie là, on la met du côté du Bénin, mais à Goué, les Olympios qui sont là-bas n'ont jamais accepté faire partie du Bénin. Donc, il y a un accord qui a été signé, et cette partie où habitent les Togolais, appartient aux Togolais, même si c'est au Bénin. L'accord a été signé. Donc, l'accord existe. Oui, l'accord existe. Oui, je me souviens parce que l'accord existe. Tous ceux qui sont là. Si j'ai le temps, je vais vous chercher l'accord. L'accord existe. Ils sont au Bénin, mais ils sont des Togolais. Ils sont Togolais. Les terres leur appartiennent. Ils ne paient pas les impôts. Oui, les terres leur appartiennent. Mais pourquoi aujourd'hui on parle du rapatriement des restes de Sylvanus Olympio? Mais parce que ils sont enclavés au Bénin. Ils sont enclavés au Bénin aujourd'hui. Il est au Bénin, mais il est toujours au Togo. Mais pourquoi doit-on le ramener au Togo? Je veux bien comprendre. Puisqu'ils sont là, on le reconnaît, Togolais. Pourquoi ramener? Parce que il est quand même le président de la République du Togo. Vous voyez, aujourd'hui, cette enclave là où vivent les Togolais, c'est sous le Bénin. C'est le Bénin qui gère tout. Ils ont leur terre, ils cultivent, leur maison, ils habitent tout. Est-ce que c'est parce qu'on a délaissé que c'est comme ça ou bien c'est pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On a délaissé comment? Est-ce que la zone est délaissée? Oui. Oui. C'est entre. Mais la zone n'est pas délaissée parce que les Français voulaient l'intégrer à leur colonie qui est le Bénin. Oui, mais les habitants là-bas se considèrent comme des Togolais. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être béninois. Donc c'est ça que l'accord a été signé. Ils sont Togolais, mais c'est chez eux là-bas. Je me souviens, on était tout petit à l'époque, quand on allait au Bénin, vous vous souvenez des ponts métalliques? Oui, les deux ponts métalliques. Et c'est juste derrière, il y a encore une corde là-bas qui symbolise la frontière qui symbolisait la frontière entre le Togo et le Bénin. Le Dahomey à l'époque. Mais pourquoi, comment est-ce que c'est passé? Mais écoutez, le Togo et le Dahomey, on est des colonies, c'est les puissants impérialistes qui décident de nos destins. C'est pas nous c'est ça. C'est bien enrichissant, on va trouver une autre occasion pour revenir, trouver carrément d'autres points. On va rebondir avec une petite question. Oui, après par rapport à Olympio, on disait qu'il était porteur d'un rêve. Oui. Pour le Togo, mais est-ce que vous pouvez nous brosser de façon, en tout cas exhaustive, les grandes réalisations qu'il avait en vue et que vous savez, certaines quoi. Olympio, il ne faut pas oublier que la toute première assemblée du Togo, ART, la première assemblée avant l'autonomie même de 46 à 52, c'est son parti qui avait gagné les élections. Et il était le président. Représenté par Martin Akou, à l'Assemblée de Bourgogne. Ça, c'est l'Assemblée en France. D'accord. Oui. Et c'est lui qui était le président de cette Assemblée-là. Alors, il y a un fonds, il s'appelle ça le FIDES, Fonds de développement socio-économique du Togo. Une partie financée par la France, une partie financée par les taxes et les recettes du Togo. Et le projet, le fonds était de 5 milliards et quelques. Et lorsque Olympio est venu à l'Assemblée,
ils doivent contrôler un peu la gestion du gouverneur. Voilà. Et le gouvernement a fait un projet pour construire, dans ce fonds-là, on a voté 5 milliards et quelques. Et le gouverneur veut qu'on construise une assemblée, parce qu'il n'y a même pas d'assemblée où ils vont se réunir, qu'on leur construise une assemblée, qu'on construise un hôtel et qu'on construise le palais de justice. Donc l'assemblée s'est réunie, le gouverneur arrive et les Olympiens ne sont pas, ils sont pas chauds pour ça. Et le gouverneur il n'avait pas la parole, c'est Olympie qui est le président, et il a pris la parole. Alors le président Olympie a dit de se taire, il n'a pas la parole. Il s'est fâché et il a quitté la réunion. Alors Olympie a dit écoutez, il n'a qu'à s'en aller, nous on travaille, on fait ce que nous allons faire. Nous, on a d'autres priorités. Ce n'est pas l'hôtel, ce n'est pas le palais de justice, etc. Nous avons des problèmes dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé. Et c'est à ça que nous allons affecter cet argent. Et c'est dans cet argent qu'ils ont fait construire ce qu'on appelle aujourd'hui le statut de Tocoin. C'est le but qu'ils ont fait construire. C'est eux qui ont construit la direction de l'élevage. Voilà, c'est eux qui ont créé, comment dirais-je, l'école d'agriculture de Tové. C'est eux qui ont créé les centres d'agriculture de Agrigi, ici. C'est eux qui ont créé à Barkwasi le centre, comment dirais-je, d'attelage pour former les paysans pour la culture à télé. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont, je passe tout en tête, qu'ils ont fait avec cet argent. Vous comprenez? Les Français voulaient juste qu'on construise, parlait de tout cela. Il a dit non, nous, on a d'autres choses à faire. Donc, ils ont investi sur les 5 milliards. Sur les 5 milliards, ils ont investi plus de 3 milliards dans l'agriculture et l'enseignement. Plus de 3 milliards dans l'agriculture et l'enseignement, et le reste dans la santé. Vous comprenez? Donc, ce monsieur avait un projet, il savait où il va aller. Oui. Il voulait construire un véritable État indépendant. Vous comprenez? Et ensuite, ce n'est pas fini. Lorsque il a gagné 1958, le port, c'est Olympio. Et il avait des projets pour l'aéroport, pour agrandir l'aéroport. Il y avait des projets financés par les Américains pour la route Lomé-Sinkassé. Depuis là? Oui. On l'a jamais fait, oui. Pardon? On y va, oui, on y va. Oh, mais ça a été bitumé, bon, c'est que c'est mal fait, ça s'enlève, c'est quand même bitumé jusqu'à Sinkassé, bien sûr. À l'époque, c'était pas, oui. Et puis, dans les zones des plateaux, les routes Lomé à Palimé, Lomé à Takwame, tout ça là, mais c'était lui. Du café. Oui. Et puis ensuite, c'est lui qui a créé des systèmes de bourses scolaires. Hein, que ce soit à partir du second degré. Oui. C'est-à-dire que, voilà. Et il a créé beaucoup qu'on appelait des écoles de cours complémentaires. Ça s'appelait CCO. Voilà. C'est lui qui a créé ces cours complémentaires officiels. Voilà. Moi j'étais au CCO de Zébéli. Voilà. C'est lui qui a créé ces cours. Si vous le permettez, on peut revenir le vendredi prochain. Si vous le permettez, on prend d'autres pas. Bon, oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est pris. Donc vous mettez ça dans l'agenda. Conditionnel. C'est une exigence des auditeurs. Les auditeurs réclament. Ah bon? Oui. Ils veulent parler quoi? Non. Ils souhaiteraient que vous reveniez le vendredi. Ah bon? Et donc, oui, on va finir avec vous. On veut que le Togo soit indépendant, oui. Mais aujourd'hui, on parle d'une histoire de tilapia. Le Togo n'en a plus produit mal, je ne sais pas. Non, le produit. Le Togo produit du bon tilapia, mais qui est tellement cher pour nos bourses. Pourquoi? Parce que ils n'investissent pas les chaînes de valeur et les intrants qui devaient réduire les coûts
font que bon, aujourd'hui, ces produits et à un coût très exorbitant qui n'est pas accessible aux consommateurs congolais. Le tilapia qui se vendait, le carton de 10 kilos à 10 importé aujourd'hui, et quand on avait commencé en 2018 la production, en 2019, ils vendaient ça à 18 000. Aujourd'hui, vous les trouvez à 22 000 ou à 25 000. C'est grave. Il faut revenir également sur ce sujet-là. Voilà. C'est pas intéressant. On veut que le Togo consomme local, mais bon, s'il faut consommer à ce prix-là. Le papa est. Bon, on le cache de l'autre côté. Malheureusement, on ne peut pas. Oui, c'est ce qu'on a dit. Vous écoutez là. Directeur de la publication d'Actu Express, Ibrahim Acha, directeur de la publication du Temps Nouveau. Et Nabourma Bemba, il est militant pour la démocratie, vice-président de l'ANC. Il était notre personne au ressources dans cette émission. Merci beaucoup d'être venu. On va se retrouver de temps en temps pour revisiter un peu quelques points de l'histoire de notre pays. L'émission a été mise en œuvre par Romade Freitas. Bon week-end chez vous.